bienvenue. Ce soir, on va aborder pour ce book club numéro 13, le book club de rentrée, le chapitre sur l'architecturé. Donc, on est dans la partie, dans la partie numéro, je suis un peu perdu dans mes chiffres, là, comme d'habitude. Voilà, on est dans la partie designer un séminaire, 3 temps, 3 postures. Et donc, il y a 3 chapitres dans cette partie. Un premier chapitre cadré, qu'on a vu au cours des 3 précédents book clubs. Et donc, dans ce chapitre-là, on a vu notamment la posture de coach et puis la façon de rencontrer les participants, le dirigeant pour caler l'enjeu, etc. Donc, bref, nourrir les zones 1 à 5 du Canva, tout ce qui encadre. Et puis, maintenant, on rentre dans ce chapitre, une fois qu'on a finalisé le cadre, on rentre dans le chapitre qui concerne l'architecture. Voilà. Et dans ce chapitre, on va le traiter en 2 book clubs ce soir et la prochaine fois. Ce soir, on est plutôt sur la posture et la prochaine fois, on sera sur les fondamentaux d'architecture, donc menu, recettes, ingrédients, voilà, qui sont ensuite très largement détaillés dans l'ouvrage. Voilà. Comme d'habitude, je vais lire le chapitre. On a 4 pages à lire ce soir. Je le commenterai au fur et à mesure. Et puis ensuite, on aura un temps de questions-réponses. Hop, je partage. Alors, il faut que je fasse un truc avec copie de l'écran sur mon iPad. Voilà. Et normalement, c'est quand même assez magique. Là, vous devez voir mon écran. Voilà, sauf que je ne sais pas pourquoi il y a une image qui n'apparaît pas à droite. Voilà. Alors, architecturé, donc la toute petite introduction avec cette phrase que j'avais choisie. J'avais cherché des citations à chaque fois. L'art est une émotion supplémentaire qui vient s'ajouter à une technique habile. Donc, c'est une citation manifestement de Charlie Chaplin. Donc, en fait, ce que je voulais dire et que j'explique juste dans le petit texte qui est en dessous, c'est que moi, j'ai vraiment la conviction que construire un bon séminaire, c'est un travail d'artiste. Et donc, comme dans tous les arts, ça suppose une maîtrise technique assez forte et en même temps une touche d'art, une touche de ressenti, quelque chose qui est en fait d'une autre nature. Voilà, donc vous êtes maintenant devant la page blanche de la zone escalier de flow du Canva. Donc, c'est ça la partie dessin qui manque. Donc, je vais reconstituer vite fait le Canva à droite. Voilà, en essayant de respecter à peu près l'échelle. Ouais, c'est pas très habile là. Hop, donc le Canva, souvenez-vous. Voilà. Hop. Puis en haut, j'ai l'enjeu. Et donc, on a la zone 1 avec l'enjeu, le point de départ, le point d'arrivée, la zone d'angoisse, non, la zone d'ennui, pardon, et la zone d'angoisse. Donc, on a rempli ces 5 zones. Donc, on est au clair avec là où on veut emmener l'équipe. Et maintenant, on va s'intéresser à la façon d'emmener l'équipe là où on veut l'emmener. Voilà, la façon de l'emmener du point de départ au point d'arrivée. Donc, ce qu'on appelle ici l'escalier flow. Et donc, artiste du temps collectif, vous maîtrisez les techniques qui vous permettent de créer un flow pour tenir les participants impliqués et réussir ce qu'ils ont à faire ensemble. Et donc là, ce soir, on va parler essentiellement de la posture. Adopter une posture de consultant. Donc, souvenez-vous, dans la partie précédente, dans la partie cadrage, on était dans une posture de coach qui est vraiment dans une position qui aide à clarifier les enjeux, qui est du principe qu'il sait qu'il ne sait pas et donc qu'il a beaucoup à apprendre sur le contexte et qui se garde bien d'aller trop vite dans le jugement et dans le diagnostic, mais plutôt qui est attaché à comprendre la situation, le besoin de l'équipe. Et là, maintenant, on switch vraiment de posture, on passe à une posture de consultant. J'ai déjà largement parlé dans les précédents book clubs de ce moment un peu clé de switch de posture. Et donc, voilà, telle une bonne architecture d'intérieur, vous avez commencé par vous intéresser à ceux qui vivront dans l'habitation. Qui sont-ils? Quel est leur quotidien? Quels sont leurs goûts, leurs envies? C'était la phase coach, dont on a déjà parlé. Une fois bien compris, on se met à la table à dessin et imaginer l'intérieur qui comblera ses besoins, ses envies. Vous êtes alors consultant. Architecturer le séminaire consiste à construire un déroulement logique et mobilisateur pour amener le groupe du point de départ au point d'arrivée, en évitant autant que possible de tomber dans l'ennui ou dans l'angoisse. Donc, on retrouve là, évidemment, point de départ, c'est la zone 2, point d'arrivée, c'est la zone 3, l'ennui, c'est la zone 4, et l'angoisse, c'est là.
la zone numéro 5. Donc, parfois, on prend cette image de ligne de crête. Hein. Si on dessine autrement. Voilà, ça, c'est le flow, vous voyez. Hop. Et il y a une ligne de crête. Hop, là, on va mettre quelqu'un, une sorte d'équilibriste, vous voyez, qui est avec un bâton entre l'ennui, ne pas tomber dans l'ennui d'un côté et ne pas tomber dans l'angoisse de l'autre. Ce sont les deux écueils, hein, puisqu'on cherche à voir à ce que le séminaire soit un moment impliquant pour les participants. Alors, construire architecture et séminaire, c'est un travail d'artiste qui s'appuie sur une expertise technique. Vous allez assembler des techniques d'animation, ce qu'on appelle des recettes, qui sont décrites, dont je parle, dont on parlera la prochaine fois. Hein, qu'est-ce qu'une recette, page 70-74, et dont les objectifs et conditions d'utilisation sont précises. Les modalités possibles pour traiter un sujet donné sont infinies. Votre rôle est de préconiser l'optimum en prenant des risques calculés et en sentant ce qui est juste. Donc, en lisant tout à l'heure pour préparer, je me suis dit vraiment, peut-être le truc sur lequel j'ai envie d'insister, c'est à quel point il y a, vraiment une infinie de façons de traiter un sujet, quoi. Et donc, parfois, quand on me demande des cas d'application pour les recettes, de façon à avoir quelque chose un peu de mécanique, j'ai du mal à répondre, quoi, hein. Vous avez tous le bouquin, vous l'avez lu. Vous voyez que les recettes, c'est vraiment des processus assez génériques et ça ne se veut pas du tout exhaustif, quoi, hein. Il y a une infinité de recettes. Donc, quand je dis préconiser l'optimum, évidemment, c'est se dire que ça reste un travail humain. Il y a des choix à faire, ce sont vos choix et il y a une partie là-dedans qui correspond aussi à son style personnel et au ressenti qui vous est propre. Jusqu'à présent, en tant que coach, vous gardiez à l'esprit le « je ne sais pas » et votre rôle consistait à aider le client à clarifier, de façon à ce que vous puissiez avoir une bonne compréhension des 5 zones du canevas. Comme consultant, vous savez, vous êtes responsable de ce que vous préconisez et vous assumez vos prises de position. Pour architecturer le séminaire, vous devez maintenant lâcher la posture de coach pour prendre celle de consultant. Cela ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'écouter pour asséner brutalement des vérités, mais plutôt qu'il est désormais nécessaire de vous positionner en décideur, y compris surtout lorsqu'il faut dire non. Alors, ça, j'avais expliqué ça dans une session, je ne sais plus très bien à quelle occasion. Puis je m'étais fait rentrer dedans par un consultant qui m'avait dit « Oui, mais moi, je ne comprends pas votre truc de consultant. Moi, ce n'est pas mon style. Je co-construis avec mon client et je suis vraiment dans une position de co-construire. Et donc, je vois pourquoi il faudrait se positionner. » Et j'ai senti que je m'étais mal fait comprendre, en fait. C'est-à-dire que le sujet, ce n'est pas de devenir dictatorial ou se mettre à partir de maintenant en position haute. Mais en tout cas, il y a quand même des décisions à prendre. Et je crois que le client, il apprécie que sur les modalités, vous vous positionnez en décideur. En tout cas, moi, c'est ça mon expérience. Et mon expérience, c'est que quand je ne l'ai pas fait ou quand j'étais un peu mou du genou, en général, j'ai regretté, quoi. Donc, il y a une forme d'arbitrage et il faut être conscient vraiment que, en général, sauf si votre client est lui-même un expert en séminaire et qu'il en a construit et animé beaucoup, vous avez beaucoup plus de savoir-faire que lui sur le sujet, basta, quoi. Vous êtes juste plus compétent. Et donc, étant plus compétent, c'est votre job et c'est pour ça que vous êtes payé de faire des choix, de prendre des arbitrages entre telle ou telle modalité, y compris un peu fermement. Alors, j'ai des tonnes d'exemples, voilà, mais j'en ai un que j'aime bien, là, c'est un petit flop que je raconte, là, l'histoire du chef d'orchestre. Donc, voilà, un séminaire de 50 personnes, c'était il y a 7-8 ans. On a fini le cadrage, on est en train de préparer. Et puis, à un moment donné, le client, le DG, dit « Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous prévenir, il y a un chef d'orchestre qui viendra en début d'après-midi à 14 h. » Et je dis « Ah oui, tiens. » Et puis, je ne referai pas tout le dialogue. Hein, et puis, il me dit « c'est mon DRH qui l'a réservé, en fait. Il est génial. » Et moi, j'essaie évidemment de comprendre quelle est l'intention qu'il y a derrière l'intervention de ce chef d'orchestre. Et le DG, là, est un peu démuni, quoi. Il dit « non, mais c'est pour créer de la cohésion. » Et puis, mon DRH a trouvé ça super, quoi. Et donc, il a vraiment insisté. Et ça fait longtemps qu'on l'a réservé parce que le type est très difficile à booker. Donc, moi, j'ai rien contre les chefs d'orchestre, hein, et ni contre leurs interventions, mais j'essaie d'en savoir plus. Impossible de joindre le chef d'orchestre, en fait, pour essayer de faire un lien entre son intervention et ce qu'on avait prévu. Et voilà, et ça n'a pas loupé. En fait, le truc a presque été dommageable, vous voyez, de mon point de vue, par rapport à la
non pas par rapport à l'équipe, vous voyez, ça n'a pas fait de dégâts sur l'équipe, mais en tout cas par rapport au flow dans lequel l'équipe était, par rapport à l'engagement qui avait été créé le matin, par rapport au continuum et à la logique de ce qu'on faisait, c'est vraiment apparu comme un cheveu sur la soupe. Voilà, et je ne pense pas que j'aurais pu vraiment dire non. Enfin, vous voyez, c'était déjà calé, etc. Mais ça illustre bien quand même ce truc. Voilà, j'ai d'autres exemples, je pourrais vous en donner si vous voulez. Je crois que je cite assez souvent aussi cet exemple. Celui-là suffit à comprendre en fait. Donc, pour être très pragmatique, voilà 4 trucs. Alors, en lisant, je me disais, c'est vraiment des trucs, quoi, hein, pour des repères, ce que j'appelais des repères, mais pour caractériser cette posture de consultant dont je parle. Donc, la première chose, c'est s'appuyer sur des outils solides, c'est-à-dire, vous devez être capable d'expliquer pourquoi vous préconisez tel processus plutôt que tel autre. Voilà. Et donc, il faut que vous soyez capable de présenter votre cadre de référence, la réflexion que vous avez eue pour en arriver là, et que ce ne soit pas juste purement intuitif, et encore moins que ce soit une espèce d'envie subite de tester tel outil que vous avez appris à la dernière formation à laquelle vous avez participé, quoi. Ça, c'est vraiment pas une bonne raison d'utiliser un processus. Donc, il faut être capable d'expliquer, et je vais donner un exemple tout à l'heure, voilà, je pense qu'il faut utiliser cet outil-là parce que, par exemple, vos participants sont des gens qui se roulent dans les mots, donc on va utiliser un outil décalé, ou alors, par exemple, si on utilise une modalité comme les cubes pour faire une représentation du système, hein, je crois que j'ai déjà illustré ça quelque part, expliquer qu'en fait, quand on est dans un système complexe, il faut pouvoir avoir quelque chose de visuel qu'on peut manipuler et qui permet de modifier les représentations du système très simplement. Vous voyez, et du coup, mettre les choses en 3D à plat sur une table, ça aide. Voilà. Et donc, on doit toujours être capable d'expliquer. Voilà, faire preuve de pédagogie. Ce qui est évident pour vous est souvent totalement nouveau pour vos interlocuteurs. Et moi, je suis marqué de voir que entre consultants, enfin, quand on fait du design de séminaire, il y a plein de recettes, vous voyez, finalement, on les utilise, et on a l'impression que tout le monde les connaît, quoi. Sauf que pour nos interlocuteurs, souvent, c'est extrêmement nouveau. Et donc, il y a des recettes qui nous apparaissent extrêmement classiques et qui suscitent de l'appréhension pour une personne qui ne les a pas vécues, et ce, à juste titre. Et donc pour que les autres acceptent de vous suivre là-dedans, il faut juste être capable de leur expliquer précisément comment ça va se passer et ne pas se satisfaire d'un c'est vous l'expert, on vous fait confiance, c'est vous qui savez. Et même moi, je trouve que ce truc de c'est vous l'expert, c'est potentiellement dangereux parce que c'est utile pour vous d'entendre les réactions de vos interlocuteurs, de dirigeants ou du comité de préparation. C'est intéressant pour vous d'entendre leurs réactions parce que ça parle de la culture de la boîte, ça parle de son niveau de familiarité avec l'outil, ça parle de plein de choses et donc ça vous donne des informations aussi sur les participants. Alors évidemment, il s'agit de rassurer, notamment quand on utilise des choses qui sont très éloignées des repères de travail habituels, au point de faire douter le client. Vous voyez, et ça, il faut être attentif à ces signaux. Vous voyez, je l'ai mis entre guillemets, le client qui, à un moment donné, il est dérouté, il se dit, mais c'est marrant, j'avais affaire à quelqu'un de sérieux dans sa posture là, de coach, il m'a posé plein de questions, il l'a bien formulé, puis tout d'un coup, là, il me propose de faire un truc avec des cubes. C'est quoi cette histoire? Enfin, est-ce que je me suis trompé, quoi? Et donc là, il faut vraiment sentir ces moments-là. Et une bonne façon de sécuriser, c'est de montrer que ce n'est pas un truc sorti du chapeau. Et donc, essayez d'avoir votre stock de photos ou même idéalement de vidéos de séminaires où on voit des participants qui sont en train de vivre ces modalités. Et ça, quand on peut montrer ça, tout de suite, ça fait redescendre l'angoisse. Et on l'a fait à telle occasion, machin, je vous montre, je vous explique. C'est pas sorti de nulle part, quoi. Pour montrer que c'est des techniques éprouvées et c'est pas des trucs farfelus qu'on invente comme ça sur le moment. Enfin, un quatrième et dernier conseil pour être dans cette posture de consultant, c'est de rester souple, hein, c'est-à-dire d'avoir conscience, et ça vous le savez bien, que nos cerveaux ne fonctionnent pas de façon linéaire. Et donc, il est très possible que dans les échanges que vous avez dans cette phase d'architecture, il y ait de nouveaux éléments qui viennent alimenter le cadrage et qui changent la donne. Par exemple, on va se rendre compte qu'il y a une zone d'angoisse qu'on n'avait pas nommée jusqu'à présent. Exemple, oh là là, vous voulez que chacun s'exprime sur son identité professionnelle, parle de ce qui le motive dans son job, etc. Mais
Juste, en fait, la dernière fois qu'on les a eus en séminaire et qu'on leur a demandé de parler d'eux, en fait, ça les a terrorisés. Ils ont vécu une expérience négative. Enfin, ça a été vraiment difficile. Bah, ça, c'est une information pour vous. Et vous ne pouvez pas vous dire, ah, bah tiens, désolé, on n'avait pas vu avant, donc c'est trop tard, on a bouclé le cadrage. Voilà, non, évidemment, c'est impensable. Donc, quand on rencontre comme ça, c'est vraiment très régulier dans la phase d'architecture des éléments nouveaux de cadrage, bah, il faut les incorporer, quoi. Donc, hop là, on ramène le coach aux manettes. À ce moment-là, le coach revient provisoirement aux manettes pour bien clarifier le nouvel élément, l'intégrer dans le cadre et si possible du Canva. Moi, je vous invite à modifier le Canva au fur et à mesure. Et hop, ensuite, on revient à la posture d'architecte pour voir ce qu'on fait de ça. Voilà. Alors, la suite du texte est un peu anxiogène. Hein. Parfois, ça implique de modifier fortement l'architecture. Il ne faut surtout pas hésiter à tout casser si c'est indispensable, même la veille d'un séminaire. Et moi, je vous promets que ça m'est arrivé, quoi. La veille d'un séminaire, on réalise un truc, il y a quelque chose qui s'est passé très récemment, dans les 2-3 jours qui ont précédé, et il faut tout péter, quoi. Eh ben, c'est pas grave, on casse et on fait ce qui est approprié. Voilà, alors pour illustrer ce principe, notamment le troisième principe, là, pour rassurer, sécuriser, je vais vous raconter la petite histoire du COMEX d'une banque. Hein. Donc, c'est une histoire vraie. Voilà, je n'ai pas le droit de citer la banque en question. Mais c'est une banque assez connue. Et en fait, ça se passe il y a quelques années et les membres du COMEX ont besoin de vérifier qu'ils partagent une même vision. Ils sont dans le cadre d'un plan de transformation et ils font un séminaire qu'on leur recommande pour s'assurer qu'en gros, la vision qui chapeaute le plan de transformation, qui est un peu d'un niveau au-dessus, ils sont suffisamment alignés. Et donc, l'enjeu de ce séminaire, c'est de les faire passer le point de départ de « nous ne sommes pas capables d'avoir une vision commune », parce que c'est ce que j'ai ressenti après les entretiens des uns et des autres, à « voici les éléments de vision sur lesquels nous sommes d'accord et sur lesquels nous pouvons communiquer ». Et point de départ, point d'arrivée. Donc, on veut vraiment qu'ils sortent de ce séminaire avec une conscience précise des éléments de vision sur lesquels ils s'accordent. Et donc, tout ça en une journée, c'est court, ils sont extrêmement bavards et ils se roulent dans les mots, ce que j'appelle se rouler dans les mots. Vous voyez, donc, moi, quand je les écoute chacun individuellement, c'est assez techno, c'est assez incompréhensible, c'est très long. Voilà, donc c'est même un peu pénible à écouter, quoi. Et donc, je sais que ça va être difficile et je sais notamment qu'il va falloir donner du temps à chacun pour explorer sa représentation, donc pas parler comme ça tout de suite, quoi, à chaud. Ils sont dans une relation assez politique, hein. Donc il faut les amener chacun à explorer sa représentation de l'avenir et bien écouter les représentations des autres. C'est vraiment ça mon parti pris. Je me dis, mais vraiment, il faut qu'ils puissent explorer et s'écouter sur leur représentation de l'avenir et qu'il faut les faire sortir du verbiage et du non-discours. Et je vois qu'une seule technique, en tout cas à ce moment-là, c'est celle-là qui me vient, c'est l'Ego Serious Play dont j'ai déjà beaucoup parlé et qui est tout sauf un truc rigolo, mais qui est quand même un truc qui peut faire penser qui peut faire se dire au client, oh là là, où je suis tombé, ce type est un doudingue, c'est pas sérieux. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est assez simple en fait. J'ai eu un rendez-vous avec le DG, je lui ai fait part de mes convictions, telles qu'elles sont écrites juste au-dessus. Je lui ai montré comment ça fonctionne et surtout, je lui ai fait expérimenter la technique seul dans son bureau. Et le seul dans son bureau est très important parce qu'il fallait qu'il puisse vraiment expérimenter le truc librement, sentir si ça lui convient, pas être pollué par la vie des autres, vraiment avoir une expérience propre, quoi. Et en fait, il a réalisé ce que j'avais envie qu'il réalise, c'est-à-dire que c'est juste un langage augmenté, l'Ego Serious Play, c'est pas farfelu. Et j'ai expliqué patiemment, vraiment, j'ai pris mon temps pour expliquer tous les tenants et les aboutissants de la méthode, et notamment le fait que ça ne marche que si Louis joue le jeu pleinement avec sérieux, parce que dans ce cas-là, les autres vont suivre. Et résultat des courses, ça s'est vraiment très, très bien passé, quoi. Et ils sont tous arrivés en costard-cravate dans la salle de séminaire. Ils ne savaient pas qu'on allait travailler avec cette technique. Ils ont découvert sur la table une jolie boîte blanche et rouge, Lego Serious Play. Ils ont ouvert cette boîte. Voilà, moi, j'ai introduit le séminaire, enfin, le patron a introduit le séminaire. Il a dit, voilà, vous savez pourquoi on est réunis, vous avez rencontré Thibaut Vigne. Et il m'a proposé qu'on travaille avec cette technique et j'ai trouvé que c'était vraiment approprié. Donc voilà, donc Thibaut, je vous passe la main.
Et puis ensuite, paf, ils ont ouvert la boîte, ils sont rentrés dedans et ça a délivré le résultat attendu. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur la posture. Donc, dans un instant, je vais répondre à vos questions. Je vérifie que je n'ai pas oublié quelque chose. Non, je pense que c'est assez clair sur cette question de la posture de consultant pour le travail d'architecture. Je vais donc arrêter de partager, mettre fin à l'enregistrement et on continuera la semaine prochaine avec les fondamentaux d'architecture, donc menu, ingrédients, recettes.